Le HCR compte plus de 120 millions de personnes réfugiées ou déplacées dans le monde. Déjà, en termes de chiffres, je le disais, c'est énorme. C'est énorme, d'autant plus que c'est 10 millions de plus par rapport à l'année dernière. Donc, de par le monde de façon générale, nous observons, comme vous l'avez souligné, de plus en plus de foyers de déplacement, de plus en plus d'hommes et de femmes qui sont obligés de fuir leur maison, leur village, leur pays, soit pour se déplacer à l'intérieur de leur propre pays ou de se déplacer pour aller trouver refuge dans des pays voisins. C'est pas une journée de célébration, c'est une journée pour encore une fois rappeler au monde entier la gravité, la complexité des crises qui malheureusement déracinent plus de 120 millions de personnes dans le monde et en Afrique encore ce fléau est aussi important. Quel est le constat que vous faites en Afrique par rapport à ces personnes déracinées? Il y a plusieurs éléments en compte. D'abord, il y a plusieurs foyers de tension qui font que aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont obligées de fuir leur maison. Ce n'est pas que des situations qui sont liées à des conflits, on va dire, sécurité. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont, par exemple, les facteurs qui sont liés au changement climatique, qui font que les gens sont obligés de se retrouver dans des situations d'exil. Aujourd'hui, si nous prenons, par exemple, 3 pays du Sahel central, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, nous avons plus de 3 300 000 personnes déplacées. Dans le Sahel, qui inclut 8 pays, si j'y ajoute le Tchad avec la crise soudanaise, la Mauritanie qui accueille les réfugiés maliens, les pays côtiers, on est à peu près à 4 500 000 personnes qui se déplacent seulement dans cette région du Sahel. Et ce qu'il faut noter, c'est que plus de 60 à 80% de ces populations qui fuient, ce sont des femmes et des enfants qui sont déjà vulnérables et qui sont malheureusement obligés d'être les premiers à fuir, ce qui exacerbe leur vulnérabilité. Vous parliez du Sahel. On le voit souvent des mouvements de population qui se déplacent du Burkina Faso vers le Niger ou du Burkina vers le Mali ou du Mali vers le Burkina ou le Niger. Alors on se demande qu'est-ce qu'on fuit finalement dans la mesure où ces 3 pays, par exemple, dans ce cas-là, partagent la même réalité, l'insécurité due au terrorisme. Effectivement, d'abord, si vous replacez un peu le contexte géographique, vous avez ce sont des pays qui partagent à plusieurs endroits des frontières. Donc, vous avez par exemple des réfugiés qui quittent le Burkina pour aller se réfugier au Mali, pendant que les réfugiés maliens quittent le Mali pour aller se réfugier en Mauritanie ou en Côte d'Ivoire ou au Niger. Pareil, vous allez voir aussi dans d'autres pays. Donc, c'est des mouvements qui sont un peu complexes parce que les foyers d'insécurité, les foyers de tension sont un peu parsemés un peu partout dans le Sahel, ce qui fait que les populations traversent la frontière la plus proche pour essayer de trouver refuge. Donc, c'est des pays à la fois qui, excusez-moi de l'expression, qui produisent des déplacements, mais en même temps qui accueillent les déplacements. Regardez par exemple le Mali, qui a plus de 550 000 personnes éparpillées entre la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, et en même temps, le Mali accueille plus de 94 000 réfugiés. Donc, c'est à se demander finalement, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait fuir les gens, comme vous l'avez dit? Alors, les gens fuient pour sauver leur vie, ça c'est la première chose. Les gens fuient parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité, parce qu'ils sont victimes d'exactions, de violations de droits de l'homme, parce qu'ils sont victimes parfois des chocs du changement climatique et ils cherchent à survivre, ils cherchent à trouver refuge ailleurs. Dites-nous, est-ce que que ce soit les organisations internationales ou les autorités au niveau local, sont vraiment préoccupées par cette situation de ces personnes-là? Les crises humanitaires sont avant tout des crises politiques. Je pense que ça, je ne cesse de le rappeler, il ne faut pas que les gens le perdent de vue. Et le deuxième élément qu'il faut rappeler, c'est que le rôle de protection, le devoir de protection est avant tout un devoir étatique. C'est un rôle régalien des États qui sont signataires des conventions internationales. Ces États, il faut le dire et il faut le reconnaître, font de leur mieux. Vous prenez par exemple un État comme le Tchad.
Le Tchad, qui chaque année, euh, pratiquement chaque année, déclare une crise de sécurité alimentaire. Et malgré tout cela, le Tchad continue aujourd'hui à accueillir plus de 1,2 million réfugiés. C'est-à-dire une personne sur 17 aujourd'hui au Tchad est réfugiée. Vous voyez? Donc les pays, malgré leur vulnérabilité socio-économique, l'instabilité, ces pays, il faut le reconnaître, ont gardé leurs frontières ouvertes, continuent d'accueillir les gens, malgré le fait qu'ils font eux-mêmes face à leurs propres difficultés. Donc, je pense qu'il ne faut pas dire, faut pas laisser les États à eux seuls dire, voilà, débrouillez-vous à prendre en charge ces réfugiés. C'est un rôle conjoint qui appartient à tout le monde. Ces États doivent être soutenus parce que c'est une responsabilité collective de toute la communauté internationale et on ne peut pas laisser un État comme le Tchad leur dire voilà, le Tchad à lui seul ne peut pas pouvoir le faire. Donc, il faut que la communauté internationale se tienne de façon très solide, de façon très affirmée avec le Tchad pour soutenir le Tchad. Et cela, c'est en le soutenant par des moyens pour booster l'aide humanitaire, mais aussi par des moyens aussi pour booster des opportunités de développement parce qu'il faut renforcer la résilience de ces gens. Certaines organisations ont parlé de négligence de la part de la communauté internationale ou encore des organisations internationales pour ce qui se passe particulièrement en Afrique subsaharienne avec ces personnes déplacées ou réfugiées. Est-ce que c'est le même constat ou encore est-ce que c'est le même sentiment que vous avez qui êtes sur le terrain? Il ne faut pas avoir peur du mot. La crise au Sahel c'est une crise, l'une des crises les plus négligées au monde. Et ça, c'est la position très affirmée du HCR. C'est aussi où en Afrique, on voit les situations humanitaires les moins financées au monde. Malheureusement, je déteste cette expression, il y a une compétition, il y a des crises ailleurs, je n'aime pas le mot compétition, qui font peut-être que l'attention de la communauté internationale peut être enclin à être portée sur d'autres crises. Mais je pense que je ne suis pas en train de dire que la crise au Sahel doit être est plus importante ou moins importante que la crise en Ukraine, par exemple. Mais ce que je suis en train de dire, ce que le HCR est en train de dire, c'est que toutes les crises au monde méritent la même attention parce qu'il s'agit des vies humaines. On entend beaucoup parler d'argent, d'appel à des fonds pour aider ces personnes déplacées ou réfugiées là. Est-ce que l'argent seulement ferait l'affaire? Il ne faut pas voir ça comme une histoire d'argent. Par exemple, la position du HCR, c'est de dire que l'aide humanitaire ne suffit pas. Il ne faut pas penser que les crises doivent être résolues, la réponse d'elles doit être uniquement humanitaire. C'est une réponse multisectorielle et multi-approche. Par exemple, ce que nous essayons de faire, c'est que partout où nous pensons que le retour n'est pas possible dans l'immédiat, il faut investir dans des opportunités de développement pour que ces gens puissent reconstruire leur vie. Et l'investissement, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit déjà de renforcer les services socio-économiques de base, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès aux opportunités économiques de développement pour renforcer la résilience de ces populations, pour renforcer la résilience. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il ne s'agit pas que des réfugiés, il s'agit aussi des communautés hautes qui sont obligés de partager les maigres moyens, les maigres ressources qu'ils ont avec ces gens. Donc, c'est une démarche multisectorielle complexe. Il ne s'agit pas d'injecter des sous, mais il s'agit de réfléchir à une approche de solution durable. Cette notion de solution durable, c'est l'agenda des ACR, c'est l'agenda que nous poussons pour que ça soit vu de façon holistique et qu'il ne s'agit pas d'injecter de l'argent. Parce que l'argent, tout simplement, il y a une dimension politique. Il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte pour apporter une réponse qui soit adéquate. C'est vrai que je ne pense pas que ce soit exclusivement, en fait, que ce soit exclusivement les rôles des politiques et autres, mais est-ce qu'il n'appartiendrait pas aussi à ces organisations internationales humanitaires de travailler aussi avec les gouvernements et les autorités politiques pour le retour à la paix qui va solder, j'allais dire définitivement, ces problèmes de déplacés et de réfugiés dans le monde? Parce que les solutions qu'on a, on a souvent comme l'impression qu'elles sont éphémères ou temporaires. Les crises humanitaires sont avant tout des crises politiques. Tant qu'on ne résout pas
les crises, tant qu'on n'arrive pas à faire la paix, il y aura toujours des gens qui vont se déplacer. Ça, c'est une vérité cardinale, c'est un point de vue cardinal qu'il ne faut pas perdre de vue. Et en cela, il y a plusieurs acteurs. Le HCR a un mandat de protection, mais il y a d'autres acteurs, des organisations internationales qui ont un mandat de paix, qui ont un mandat de renforcement de la paix, de la sécurité. Et tout, justement, je parlais tout à l'heure d'approche holistique, commune, multisectorielle, c'est justement prendre en charge toute cette dimension multifacette pour qu'on puisse apporter des réponses qui soient des réponses pérennes. Parce qu'il ne s'agit pas de maintenir les gens dans l'aide humanitaire, ça ne sert à rien et ce n'est pas tenable. Il s'agit de trouver des solutions pour adresser, comme on dit, the root causes, les causes primaires qui font que les gens partent. Il ne s'agit pas de les prendre en charge, mais il faudrait que les gens puissent retourner chez eux. Et en cela, c'est une approche multisectorielle où tout le monde doit travailler ensemble. Et en cela, nous travaillons, l'OACR, beaucoup avec les États, parce qu'on ne peut pas opérer quelque part au monde, fût-il en Afrique ou ailleurs, si d'abord l'État n'accepte pas, ne nous invite pas à pouvoir les appuyer. Et ça, c'est important. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur dans tout ce que vous faites comme mission pour le HCR, une expérience que vous aurez vécue et que vous voudriez partager avec le monde? J'ai rencontré une jeune dame au Tchad. Elle était seule. Elle a fui sans ses parents. Elle a 13 ans. 13 ans. Elle a 13 ans, Fatima. Alors, en discutant avec elle, je lui ai demandé qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle se voit dans peu de temps? Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, j'ai envie de reprendre les études. Ce n'est pas j'ai envie d'un endroit où dormir. Ce n'est pas j'ai faim. Ce n'est pas j'ai envie de me soigner. C'est que j'ai envie de retourner à l'école. Et en cela, c'est-à-dire la leçon que j'ai tirée de cette rencontre qui m'a marqué et qui me marquera toujours, c'est que il faut savoir écouter. Souvent, en apportant des réponses, on pense avoir la vérité révélée. On pense savoir ce qui est bon pour les gens. Et on a malheureusement, on oublie souvent d'écouter. Écouter non pas pour répondre, mais écouter d'abord pour comprendre. Parce que souvent, on écoute pour répondre et on n'écoute pas pour comprendre. Et on n'a pas cette démarche un peu humble de dire, au lieu de faire pour les gens, faisons avec les gens. Et je vais finir par citer Montesquieu qui disait que tout ce qui est fait pour le paysan, sans le paysan, est considéré par le paysan comme étant fait contre le paysan.